et bienvenue dans ce nouveau tueur en série spécial espion. J'ai donc invité deux anciens espions, un espion du KGB, Sergueï Girnov, et François Varrou, qui lui est de la DGSE, le service de renseignement français. Bonjour. Ils ont fait un livre que je vous montre tout de suite, KGB DGSE, deux espions face à face. Ils vont donc nous parler de leur livre, mais également de deux séries que j'affectionne particulièrement, Le Bureau des légendes et puis également The American. Mais avant cela, on va peut-être faire une brève présentation. Le livre, je vous le conseille vivement. C'est un livre qui est une sorte de grande interview de 200 pages qui se lit très facilement, qui est très agréable à lire. On vous pose des questions, enfin les questions qu'on aurait rêvé de vous poser, en fait elles sont dedans, et donc je vais vous les poser. Et ce livre va être en miroir par rapport à ces deux séries, et donc on comparera la véracité des deux séries au regard de ce que vous dites dans ce livre que je trouve très intéressant. Mais avant cela, on va peut-être vous présenter, et vous allez vous présenter en une minute. On commence par vous, Sergueï. Enchanté. Je m'appelle Sergueï Girnov. Je suis un ancien officier supérieur du KGB et j'ai travaillé dans le service de renseignement de cet organisme qui est un organisme d'État. Donc j'étais à la première direction générale qui s'occupait du renseignement extérieur. Et dans ce service-là, j'étais dans le service qu'on appelle les illégaux. Ça veut dire les clandestins. D'où d'ailleurs votre invitation, parce que les The Americans, c'était moi. C'était vous. Mais est-ce que vous oubliez, vous êtes un peu modeste, vous oubliez de dire que vous avez infiltré l'ENA? Je suis pas modeste, je veux pas commencer à me mettre tout de suite en première ligne. Oui, tout à fait. Ma dernière mission était d'ailleurs d'infiltrer la plus prestigieuse école d'administration française, qui fabrique toute l'élite française administrative et politique. Et qui publie un annuaire avec les adresses personnelles. Donc, c'est tout bénef pour... Pour nous, c'était du bénéf. En plus, c'est la République française qui m'a payé mes études. Donc, le KGB était enchanté. Et vous dites d'ailleurs qu'un bon espion, c'est celui qui se fait recruter à la demande des infiltrés et qui ne force pas, au contraire. C'est ça. Il faut créer une situation dans laquelle c'est votre source qui viendra vous chercher et vous supplier d'entrer en contact avec elle. Mais alors, vous n'avez pas d'accent? C'est fait exprès. C'est fait exprès, oui, mais moi, je peux le prendre, mon accent russe, pour présenter les séries. D'ailleurs, ça me dessert, hein, parce que je reçois maintenant des commentaires. Non, c'est un faux russe, n'importe quoi, c'est un mythomane, il est français, il a juste appris des trucs, on ne croit absolument pas qu'il soit un espion, c'est vraiment n'importe quoi. C'est le contre-exemple. Voilà, c'est un contre-exemple. D'ailleurs, mon collègue Fedorovski, qui va sur les plateaux, l'écrivain qui est très connu en France, lui, il dit « comprenez-vous » et lui, il parle avec l'accent et ça le sert. Ça le sert, ça fait plus vrai. Bon, et vous, François, même exercice? Oui, même exercice, mais je voudrais faire une petite mise au point. Je n'aime pas le terme espion. En tout cas, pas le terme qui nous est attribué. Préférez Barbeau? Non, même pas. Officier traitant. Voilà. Nous sommes officiers traitants. Sergueï, comme moi-même, nous sommes des officiers traitants. Alors, je me présente rapidement. Oui, je suis un ancien officier saint-cyrien. J'ai fait Saint-Cyr l'école. J'ai commandé une compagnie quand j'étais capitaine. Et quand j'étais capitaine, justement, j'ai vu passer une note de service à l'état-major qui invitait des capitaines et des jeunes commandants à visiter ce qui s'appelait autrefois, enfin avant l'arrivée de Mitterrand au pouvoir, le SDEC, le SDECE, le service de documentation extérieure et de contre-espionnage. Donc je suis allé et j'ai été ravi de ce que j'ai vu. Et tout de suite après cette visite, j'ai fait une demande pour entrer au SDEC. J'ai été accepté au bout de 6 mois, 6 mois d'enquête, etc. Je précise que le fait d'avoir été en contact, même de quelques instants, en tout cas d'une journée, avec un ancien du KGB ou un communiste, c'était terminé. Et Sergueï, c'est un de mes anciens opposants, enfin... un ennemi. Un ancien ennemi, oui, c'est un ennemi. On était dans les tranchées opposées. C'est ça qui est incroyable. De la lutte idéologique. C'est un ami. Oui, voilà. C'est un ami, c'est pour ça d'ailleurs
d'ailleurs, je te ferai une petite remarque. Tu as une montre en argent qui tape sur la table. Et ça va nous pourrir toute l'émission si tu continues comme ça. C'est ça. J'ai fait 14 ans de télévision. Hein, donc... Je vais prendre autre. Donc, je suis entré à la DGSE, au SDEC d'abord et la DGSE ensuite, en 1977. Je suis allé en Éthiopie, au Pakistan, en Afrique d'ailleurs, francophone et même anglophone. J'ai fait quelques séjours aux États-Unis. Bref, j'ai voyagé pas mal, quoi. Bon, voilà, c'est bien. Voilà. Bon, c'est tout, j'arrête là. Non, mais c'est très bien, c'est très bien. Alors, je vais résumer un tout petit peu les séries sans spoiler, comme on dit maintenant. Alors, sauf les Québécois, parce que vous savez, ils traduisent tout. Oui. Donc, je vais faire le pitch, comme on dit maintenant. Alors, The Americans, c'est l'histoire, vous me dites si je me trompe, hein, c'est l'histoire de 2 espions russes qui sont infiltrés, le terme est correct, c'est ça, hein? Nous, on parle de clandestins, on parle des illégaux. Oui. Pour nous, le terme, c'est illégaux. Les illégaux. On verra ça tout à l'heure. Je l'expliquerai pourquoi on les appelle comme ça. On va le voir après. Donc, ce sont 2 espions russes qui... Donc, un couple. Un couple, hein, qui vivent, comment dirais-je, aux États-Unis. Et alors, ils mangent américain, ils parlent américain, bien entendu, ils dansent américain, ils s'habillent comme les Américains, ils chantent des chansons américaines, etc. Enfin, bref, ils font tout comme les Américains. Leur couverture est d'ailleurs si parfaite que leurs enfants même ignorent qu'ils sont des espions, donc des clandestins. C'est ça. Donc c'est l'histoire de... C'est pour moi une série qui est vraiment dans mes 10 meilleures séries de ces derniers temps. Je suis d'accord. Vraiment, c'est une très 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 bonne série, très agréable à regarder. Et puis, alors, le Bureau des légendes. Alors, le Bureau des légendes, c'est un peu différent. Alors, je précise néanmoins que The American a été fait par un ancien de la CIA. Le Bureau des légendes, lui, se veut très réaliste et il raconte donc ce qu'on appelle le Bureau des légendes. Alors pour moi, le Bureau des légendes, avant de voir la série, je croyais que c'était les espions légendaires, hein, mais non, pas du tout. Ce sont donc les espions qui vivent sous légende, c'est-à-dire sous couverture en quelque sorte. Vous me direz tout à l'heure si je me trompe. Il y a aussi qui s'appellent les clandestins, les clandés. Oui, c'est les clandés, voilà. Mais on va expliquer ça tout après. Oui, juste après. Une petite parenthèse. Oui, sauf que le Bureau des légendes, je n'ai jamais entendu parler de ça quand j'étais à la DGSE. Hein. Ah, ça n'existe pas. Hein. Ça n'existe pas. Ça, je commence. Allez, on casse les mythes. Allez, on casse les mythes. Bon, bref, ce sont des gens qui... c'est un service qui dirige et forme des gens qui opèrent à l'étranger pour repérer des cibles qui pourraient éventuellement fournir des renseignements, des gens que vous pourrez retourner. Hein, donc vous êtes en fait des salauds, quoi, si j'ose dire. Hein, mais si, osez, les espions sont les salauds et les officiers traitants sont des salauds. Vous essayez de faire trahir les gens. Bah oui, on va amener les gens vers l'échafaud. Le Bureau des légendes, c'est une série française, bien entendu, faite par Rochant, et qui est une série qui a une très grosse cote. Moi, j'aime bien aussi le Bureau des légendes. J'adore. C'est une bonne série. Peut-être pas aussi bien, je trouve, que The American, mais vraiment, il faut voir les deux, et je vous invite à voir les deux. Alors, pour qu'on se comprenne bien et que, comment dirais-je, on comprenne bien les choses, dites-nous ce qu'est un noté, un clandestin, un honorable correspondant. C'est pas un agent, mais enfin c'est quelqu'un qui travaille quand même pour vous. Ça fait partie du système, de l'écosystème, voilà. D'un analyste qui n'est pas un informaticien. Expliquez-nous tout ça. Je laisse d'abord François. Alors, je ne parlerai pas de l'espion, mais je parlerai de l'OT, de l'officier traitant. Oui. C'est un monsieur, d'abord on apprend à l'être, et qu'on fait beaucoup de psychologie dans la formation, qui apprend à faire trahir une autre personne, et cette autre personne qui trahit s'appelle un agent. Une taupe. Oui. Voilà pour la définition de l'officier traitant. L'agent, c'est celui qui va aller au contact même d'une autre personne ou d'une structure qui intéresse le gouvernement ou une entreprise par l'intermédiaire du gouvernement. Donc voilà ce que c'est qu'un agent. C'est l'agent qui prend beaucoup plus de risques que l'espion, que l'officier traitant.
Il prend beaucoup de risques parce qu'il est au contact même du renseignement. Si on prend l'agent la main dans le sac, eh bien lui, il risque, dans certains pays, comme que celui qu'a connu Sergueï, le peloton d'exécution. Hein. Bien sûr. France, ou les États-Unis. Ou les États-Unis, c'est la peine de mort. Rosenberg était exécuté. Voilà, oui, voilà. Bien sûr. Ça, il faut le dire. Mais l'officier traitant prend aussi des risques. Mais comme souvent il travaille sous couverture, je ne parle pas sous légende. Sous couverture, à ce moment-là... Alors la différence Eh ben, la différence entre la couverture et la légende, la couverture, en général, ça se passe dans les ambassades, c'est-à-dire que l'officier traitant a exactement le travail d'un membre de l'ambassade, il fait le même travail, il participe aux mêmes réunions, il se fait passer pour un deuxième ou premier secrétaire. Mais ce n'est pas... diplomate. D'accord. Et pour un diplomate. Il plutôt est dans l'annuaire Sciences diplomatique. Po, on va dire. Alors, l'honorable correspondant. Alors, l'honorable correspondant, c'est tout le temps un monsieur de la même nationalité que l'officier traitant. L'officier traitant et l'honorable correspondant, ils sont tous les deux français, enfin, en ce qui me concerne, et il aide l'honorable correspondant, j'aime bien ce terme, honorable correspondant, oui, bien sûr. C'est vrai, il aide l'officier traitant à faire son travail, c'est-à-dire qu'il va prêter un local, il va prêter une voiture, il va lui faciliter l'entrée dans une banque, il va lui faciliter l'obtention d'une carte de crédit sous un faux nom, par exemple. Ça, c'est pas facile d'avoir une fausse carte de crédit. Donc, voilà ce qu'est l'officier traitant. Il n'est pas rémunéré. D'accord. Mais on peut l'inviter, bon, bien sûr, à des repas. On peut même lui accorder, à sa demande, une distinction honorifique comme la Légion d'honneur ou le Mérite national. Ouais. Ça, aucun problème. Bon, on aime bien les médailles en France. Mais oui, voilà. L'analyste. L'analyste, c'est la personne dans le service qui va étudier et qui va analyser, comme la fonction l'indique, le document qu'il reçoit de la part de l'officier traitant. Le document ou la pièce et qui va l'analyser, donc, c'est-à-dire le lire, comparer l'information qui est dans le texte avec d'autres, etc. Hein, il fait le tri. Et cette information qu'il reçoit devient du renseignement. C'est la transformation de l'info au renseignement, vous voyez. Et le renseignement, pourquoi renseignement ? Parce que le renseignement, c'est une information noble, on va dire, qui va permettre au chef de décider, de prendre des décisions et d'agir en fonction de ce qu'il reçoit comme information. Ça, c'est le renseignement. D'accord. C'est un supérieur de l'OT ou c'est un non, c'est un inférieur? Non, il est au même niveau. Il a le même niveau d'instruction, etc. D'accord, ok. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait comme d'autres définitions ? Le service action, aussi. Et le service action, c'est le bras armé de la DGSE chez nous. D'accord. C'est lui qui peut faire, entre guillemets, des attentats. C'est les militaires. Oui, ça peut être des civils qui en font partie. Donc, voilà. Le ministère de tutelle, c'est lequel ? C'est l'armée, c'est des armées. D'accord. Pour les espions, pour les... Ah, pareil, moi c'est l'armée. J'ai toujours resté... D'accord. Pas les affaires étrangères, non, pas du tout. Même si, pendant que j'étais en couverture dans une ambassade, dans l'annuaire diplomatique. Et ça, c'est pour camoufler la couverture, enfin, c'est pour faire crédible. Donc c'est l'armée. Voilà. C'est pareil en Russie ? Non, c'est pas pareil. Enfin, le principe est pareil. Ça veut dire tout ce que François a raconté, ça existe aussi en Russie. La différence, c'est que nous, c'est pas l'armée qui est le ministère de tutelle, c'est le KGB, ou actuellement le SVR, ça veut dire c'est un service plutôt civil, même si on porte l'uniforme, si on a le statut du militaire. D'accord. Mais c'est pas le ministère de la Défense, parce que le ministère de la Défense en Russie a son propre service de renseignement qui s'appelle le GROU. Il y a une petite précision que je voudrais donner, c'est que vous avez tout de suite parlé d'agents. Au début. Et François vous a bien expliqué que celui qui est de carrière, qui travaille à la DGSE, lui, c'est un officier de carrière, donc un officier traitant. Et l'agent, pour nous, c'est un moyen d'arriver à c'est quelqu'un qu'on recrute. C'est un bénévole. D'accord. On peut le payer, mais c'est quelqu'un qui... il n'a pas la profession d'espion ou d'agent de quelqu'un de renseignement. Très bien. En revanche, puisqu'on parle de séries, et on parle surtout de séries américaines, The Americans, Américains utilisent le mot agent complètement différemment. Pour eux, agent, c'est officier traitant. D'accord. C'est pour ça vous entendez parler dans tous les films américains FBI agent, CIA agent. Donc, pour eux, l'officier traitant, c'est agent. D'accord. Donc, c'est pour ça, d'ailleurs, quand on regarde Hollywood,
le cerveau, il ne comprend plus. D'accord, bien sûr. Ça arrive souvent avec voilà. Hollywood. Hein. Et deuxième précision, puisqu'on a parlé justement des 2 séries dans lesquelles on parle de clandestins. Oui. Et donc, chez nous, on avait un service de clandestins. D'ailleurs, j'ai travaillé, c'est la direction S du service de renseignement. Pour nous, on fait une grande différence entre le renseignement dit légal et le renseignement dit illégal. Ce n'est pas parce qu'on l'appelle légal, ça veut dire que c'est les choses légales, pas du tout. C'est juste du charabia, notre charabia. Quand on parle, nous, de la clandestinité ou des illégaux, ça veut dire qu'on fait le même... C'est pas le boulot qui est illégal, c'est parce qu'ils sont planqués. L'action, de toute façon, il est illégal. Elle est criminelle et illégale et vous risquez la peine de mort dans certains pays. Ok, alors dans The American, il y a un truc qui est quand même un peu paradoxal. C'est une famille qui vit quoi les enfants, ils ont 15 ans. Ce qui est extraordinaire, c'est que les enfants, la fille va au temple, alors qu'eux, ils ne sont pas croyants, ils sont militants communistes. Hein. Oui. Le fils joue au baseball. Oui. Eux, ils vivent 20 ans. Et vous dites dans le livre que c'est pas possible. Lui, il dit ça. Il dit que c'est pas possible. Oui, je précise, je parlais de légende à ce moment-là. Ouais. C'est différent. D'accord. Travailler sous légende pendant des années, pour moi, c'est impossible. C'est ce qu'on fait, nous, chez les illégaux. Oui. La légende, pour moi, ça veut dire faire du théâtre pendant une année, mais en continu. Ah non, eux, c'est 20 ans, hein. Enfin, c'est 15 ans. Hein. C'est ça. Oui, donc, c'est la différence. Voilà. C'est la différence. Pour les Français, c'est quelque chose de ponctuel. D'accord. François l'a joué. Hein. C'est pas ce qu'on appelle sous couverture, donc, du coup. Non, c'est différent. Couverture, c'est l'ambassade. C'est l'ambassade. C'est l'ambassade. Couverture, en gros, vous avez votre propre identité. Vous vous appelez François Varou. Vous arrivez comme diplomate dans une ambassade, ou Sergueï Girnov, et vous utilisez cette ambassade comme votre couverture. Légende, on vous change de passeport, on vous donne un nom différent. Comme dans le bureau des légendes. D'où, d'ailleurs, c'est pour ça, d'ailleurs, ça s'appelle les légendes. Alors, il y a un truc qui est assez bizarre, c'est dans les 2 séries, ils doivent trouver leur propre job. Alors, par exemple, dans The American, ils ont une agence de voyage, qui est une véritable agence de voyage, avec des employés qui ne sont pas des espions, etc. Hein. On peut y réserver des billets, tout ça. Et puis, dans le cas du bureau des légendes, Marina Loiseau, qui est la fille de Giraudot, incarnée par la fille de Giraudot, celle-là, elle doit trouver un boulot de sismologue dans les pays du Golfe, alors qu'elle n'y connaît strictement rien. C'est vrai, c'est comme ça. Oui, tout à fait, mais elle s'est quand même renseignée sur la sismologie, quand même, dans des bouquins, etc. Mais ça a été mon cas. Moi, quand j'ai créé ma légende, c'était peut-être plus facile parce qu'il fallait être représentant de commerce en termes de tourisme. Mais alors, la légende, elle est jouée, enfin moi je l'ai jouée pendant une semaine, un mois, d'une semaine à un mois. Et c'est bien suffisant, parce qu'on est sous tension en permanence quand on fait... Mais enfin, ça veut dire que vous changez de pays tout le temps, donc vous devez... De pays, pas forcément, mais quand vous êtes dans un pays étranger, vous restez dans le pays étranger, vous n'allez pas changer tout le temps de pays, mais vous gardez votre faux métier, votre faux passeport, éventuellement fausse épouse, etc. Vous voyez, ça va jusque-là. D'ailleurs, François a dit que quand il était à l'intérieur du service, il n'a jamais entendu parler de ce bureau de légende, parce que les Français, en gros, n'en ont pas ou en ont très peu. Tandis que nous, en fait, il y avait 2 services de renseignement extérieur qui étaient réputés pour fabriquer les bureaux de légende. C'est nous, le KGB, et la Stasi. Pourquoi les autres n'en avaient pas ? Parce que vous avez des pays, par exemple les Américains, il n'avait quasiment aucune chance d'envoyer quelqu'un sous légende en Union soviétique parce que notre système de fonctionnement administratif était incapable de tromper avec les faux documents. Parce que vous aviez un tel suivi d'un État policier qui vous empêche de faire ça. Tandis qu'en Occident, c'était beaucoup plus démocratique, donc du coup, ça nous ouvrait des portes. Et d'une. Deuxième chose, ça coûte, vous avez dit... Vous restez sous la légende pendant 20 ans. Donc, François disait c'est impossible. Chez nous, c'est bien évidemment possible. Et le truc, c'est que ça coûte énormément d'argent. Et donc, un service comme ça coûte tellement d'argent qu'à la limite... les Français et les Américains, ils disent c'est pas la peine de mettre autant d'argent pour quelque chose qui ne donnera peut-être pas de résultat tout de suite. Parce qu'en gros, en fait, ce service-là chez nous a été formé à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, parce que Staline avait peur de se retrouver pour la 2e fois pris au dépourvu d'une guerre quand il n'avait plus de réseau de renseignement à l'intérieur du pays. Donc il a dit on va mettre des agents dormants, le réseau dormant,
Et après, on va les réveiller au fur et à mesure des besoins de service. Mais les Occidentaux ont créé la même chose. Les Suisses avaient un service pareil. Et les Français préparaient aussi les caches. Et ils ont recruté quelques centaines de personnes qui devenaient les espions au cas d'une guerre. Alors, toujours sur cette même question, il est dit dans le Bureau des légendes qu'il y a 9 espions dormants ou illégaux. Il y a 193 pays, je crois, officiels à l'ONU. C'est possible, 9 Oui. Moi, j'étais dans le service. Donc mon service, Vous avez été dans le Bureau des légendes? J'étais au Bureau des légendes, oui, tout à fait. Et d'ailleurs, j'ai fini avec le statut d'illégal. Même quand je suis venu à l'ENA sous ma propre identité, j'avais le statut d'illégal. Ça veut dire le statut, ça vous donne aussi, ça sous-entend aussi toute la logistique qui est derrière. Ça veut dire que lorsque vous avez le statut de quelqu'un qui travaille sous la couverture, c'est l'antenne du bureau de renseignement qui est dans le pays, qui gère tout. Tandis que quand vous êtes un illégal, quand vous êtes sous la légende, vous êtes tout seul. Vous êtes en autonomie. Vous avez des moyens de communication qui ne passent pas par la tour, par l'antenne. Vous avez la possibilité d'avoir de l'argent. D'ailleurs, vous dites, on est obligé de créer notre propre entreprise. Oui. Moi, j'ai créé ma propre entreprise. Mais ça a commencé même en Russie, en Union soviétique. Donc, quand on passe sur le terrain, on passe dans la réserve active. Le mot réserve, en fait, vous avez compris, les mots n'ont aucune signification normale dans notre langage. C'est pour tromper l'ennemi. Enfin, c'est pas parce qu'on passe dans la réserve active qu'on est dans la réserve. En fait, c'est au contraire, on est sur le terrain. Par exemple, pour le service des illégaux, on passe dans la réserve spéciale. Donc réserve active pour les gens sous la couverture et réserve spéciale pour les illégaux. Et donc j'ai créé ma propre entreprise. D'ailleurs, la petite anecdote, on avait un célèbre illégal qui s'appelle Conan Molody, qui a travaillé en Angleterre et au Canada, qui a été pris dans les années 60. Et vous vous souvenez, les échanges sur le pont Gliniquet, lui, il était un de ceux qui étaient échangés contre les espions américains et anglais. Et donc, il a créé en Angleterre une entreprise privée qui fonctionnait tellement bien qu'il est devenu millionnaire. Millionnaire. Bon. Et quand il était obligé, quand il était brûlé et quand il était obligé de revenir en Union soviétique, ça l'a tellement marqué qu'il a eu une crise cardiaque assez rapidement. Et mauvaises langues disent qu'en réalité, il n'a jamais voulu sortir de sa peau de millionnaire. Et donc, du coup, il avait du mal après à rentrer au pays, dans le pays communiste. Et il y a peut-être du Novichok ou du polonium qu'on ne connaissait pas, dont les noms on ne connaissait pas encore à l'époque, qui lui étaient un peu administrés. Voilà. Alors, justement, il y a une différence entre The American et le Bureau des légendes. Dans The American, on a l'impression qu'il dépense sans compter, quoi. Les budgets sont importants. Alors que dans le Bureau des légendes, toute action est créditée en réunion de crise. On parle d'une exfiltration, combien ça coûte? 30 000 €. Et puis après, il faudra compter 10 000 € pour l'interrogatoire parce qu'il y a les frais médicaux. Parce que une fois qu'on a torturé le bonhomme, il faut quand même assurer de le remettre sur pied. Donc, et ça coûte. Donc, ils budgètent tout comme ça. C'est réaliste ou pas? Et est-ce qu'on a des budgets de misère alors, en France? je ne veux pas amoindrir le travail que j'ai fait, bien sûr, mais je n'ai jamais entendu parler de ces problèmes-là. Alors, autant dans la série des légendes, dans le Bureau des légendes, on parle budget, combien coûte une opération. Moi, quand je suis allé aux États-Unis ou en Éthiopie, au Pakistan, je n'ai jamais demandé combien ça a coûté. Mais c'est tout. C'est de l'argent privé, peut-être, non? De l'argent privé, qu'est-ce que vous entendez par privé? Je sais pas, moi j'ai connu un chef mercenaire belge très connu. Oui, d'accord, je ne dirai pas son nom, mais il est très connu, mondialement connu, dirais-je. Lui, il était payé par Total pour faire des coups d'État en Afrique. Non, mais il n'y a parce qu'il fallait négocier un contrat plus avantageux. Je comprends tout à fait. Il n'y a pas de mercenaire chez nous. Le mercenaire, il est indépendant. Enfin, il n'est pas payé par l'État. Bien sûr, mais mercenariat, tout ça se faisait quand même avec les services secrets, je pense. Oui, d'accord, mais les services secrets donnaient peut-être de l'argent à ce pseudo-mercenaire, mais on ne l'appelait pas comme ça, on l'appelle
tout ce qu'on voudra, mais c'est pas un honorable correspondant. Par exemple, qui n'est pas payé. Qui n'est pas payé. Ouais. Voilà. Non, non. La question d'argent ne se pose pas. Évidemment, est-ce que c'est un avantage? Je ne sais pas. En tout cas, on est libre. C'est très catholique, ça. On ne parle pas d'argent. Ben oui, mais c'est comme ça. Alors, vous qui n'êtes pas catholique en Russie, on n'est absolument pas catholique, donc c'est open bar. C'est open bar. Et en gros, si vous avez un pays démocratique dans lequel les budgets sont votés par le Parlement, alors là, c'est le Parlement qui décide. Donc du coup, par exemple, pour les États-Unis, la CIA, ANB, FBI, tout le monde connaît le montant du budget de ces agences. Chez nous, personne ne connaît rien. Et bien évidemment, là je partage l'avis de François, l'argent ça se décide par rapport à la valeur de la source, par rapport à la valeur de l'information. Voilà. Si vous avez quelqu'un qui travaille dans la Maison Blanche, on peut lui apporter 1 million en cash dans une valise, il n'y a aucun problème. Et on trouvera bien ce million. Et d'ailleurs, même quand on crée une entreprise, si elle rapporte, si elle fonctionne, c'est très bien parce que ça crée une vraie couverture. Mais on peut créer une entreprise bidon qui ne va rien faire et on va injecter de l'argent de l'extérieur parce qu'on ne voudra pas que l'illégal sur le terrain ou le couple d'illégaux passe leur temps trop à faire fonctionner l'entreprise. Parce qu'il faut quand même qu'ils fassent d'abord le métier de renseignement. D'accord. Bon, écoutez, je vous propose de nous retrouver dans une seconde partie pour parler, bien évidemment, du métier d'espion et de votre livre KGB, DGSE, 2 espions face à face, et d'évoquer ça en miroir avec 2 séries, The American et Le Bureau des légendes. Merci. Volontiers.